Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. C'en est fait de notre société de consommation chez Somme Toute, avec notamment l'économiste Jacques Nantel, en fait, professeur émérite de marketing au HEC Montréal, plus connu, membre de l'Ordre du Canada, donc il a enseigné au HEC. Il a aussi fait, il y a 10 ans, le livre « On veut votre bien et on l'aura », que j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs. Oui, avec la journaliste Ariane Kroll, oui. Ariane, oui. Et donc, oui, quelqu'un qui s'y connaît en marketing, en consommation. Il est ici dans ce livre avec Isabelle Thibault, qui, elle, est formée en anthropologie de la consommation, spécialiste en insolvabilité et en finances personnelles. Elle travaille dans une ACEF, donc ces groupes où on peut aller en économie familiale se faire aider lorsqu'on a des graves problèmes. Très important d'ailleurs, hein, oui. Plus que jamais quand les crises économiques pointent. Et groupe où on travaille vraiment au niveau de l'individu. Donc quand vous êtes rendu insolvable, que votre budget ne se boucle plus, que vous ne comprenez plus rien, on peut aller dans une ACEF se faire conseiller. C'est des gens comme Isabelle Thibault qu'on va rencontrer. Donc deux personnages situés aux extrêmes d'un grand spectre de la consommation, celui en marketing qui veut votre bien et qui l'aura plus souvent qu'autrement, justement, et Isabelle Thibault qui, elle, essaie de restructurer les finances personnelles de gens qui ont souvent honte, ont un malaise de voir que leur situation économique est allée aussi loin dans un désert. Il y a encore ce tabou à dire ça va pas, là. Il faut que ça change. On n'aborde pas les questions de finances personnelles en famille, entre amis, à table. C'est pourtant en échangeant sur le sujet qu'on apprend des choses, qu'on comprend comment les autres gèrent leurs affaires, qu'on peut recevoir de conseils, qu'on peut conseiller aussi les gens. Mais dans ce livre-là, c'en est fait de notre société de consommation, donc un essai publié chez Somme Toute. Les deux discutent ensemble pour essayer de comprendre pourquoi, justement, il y a tellement de gens qui se ramassent dans des situations d'insolvabilité à ce point sérieuses, et puis pourquoi on continue année après année de vivre les mêmes choses. Et là, ils discutent. Donc, c'est un essai en dialogue. C'est ce genre d'essai où il y a le nom de la personne en gras, puis là, elle donne son temps. Ouais, puis là, l'autre répond, puis là, il y a parfois des espèces de entretien. Oui, mais Jacques, tu dis cela, mais ne prends-tu pas en compte qu'il devrait plutôt dire telle autre chose? C'est une drôle de forme. C'est pas une lecture qui est nécessairement... Tu sais, pour le livre comme tel, je dois dire. Pas un livre... on sent peut-être fait un peu rapidement, si vous voulez mon avis. Moi, cette forme-là de dialogue entre les deux, où on semble nous faire croire que c'est un dialogue, alors que c'est manifestement écrit, parce que le ton est écrit, et donc il y a quelque chose d'un peu étrange dans la façon dont il est construit. Le propos aussi est pas tout à fait clair, parce que les deux discutent donc de cette consommation, de cette crise que l'on vit trop souvent, vont discuter de marketing. Entre autres, Isabelle Thibault va beaucoup confronter Jacques Nantel sur la place que prend le marketing dans nos choix de consommation, dans notre société. Puis là, c'est comme le méchant marketing qui nous oblige, entre guillemets, à consommer. Et là, on discute beaucoup autour du sujet, mais on sait pas trop c'est quoi, au final, leur conclusion. Puis il y a pas vraiment de piste de solution. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment senti de piste de solution pour vraiment arriver à s'en sortir. Alors que moi, j'ai pas senti cette piste-là. Mais peut-être justement parce qu'en lisant, le problème de ce livre-là, c'est qu'on réfléchit beaucoup. Et tout à coup, on se rend compte, voyons, ça fait 2-3 paragraphes que je réfléchis à ce que je viens de lire. J'ai continué à lire, mais je ne lis plus. Non, je recommence. Donc, c'est ce genre de livre-là. C'est bon signe si ça te déclenche des réflexions. C'est ça, c'est que au-delà de la forme, au-delà du propos des deux, au-delà de la mise en forme du texte comme tel, il y a des choses fort fascinantes dans ce livre-là qui nous donnent quand même le goût de tirer le livre à bout de bras puis de dire, mon Dieu, ça y est, on s'en sortira pas, c'est fini. Parce que on rentre dans notre société de consommation maintenant, mais surtout la façon dont l'économie capitaliste fonctionne. Donc, des vérités qu'on sait, mais là, ils sont toutes ramassées ensemble, donc c'est sûr de les recevoir une après l'autre, c'est un peu décourageant. C'est oui, nous sommes devenus des sociétés fabuleusement riches, mais on nous explique bien sûr d'où vient cette richesse-là. Nos salaires se sont améliorés, mais aussi, c'est sûr que le revenu familial a énormément augmenté dans les années 60, 70, parce que tout à coup, les femmes ne travaillaient pas. Les femmes, tout à coup,
vont sur le marché du travail. C'est sûr que doubler son salaire familial, ça aide beaucoup à augmenter la richesse d'un pays, à augmenter toute notre richesse. Et cette espèce de spleen-là des années 60-70, où on a excessivement augmenté notre pouvoir d'achat parce que les salaires augmentaient beaucoup, on essaie de revivre ça, mais on peut pas revivre le même phénomène que d'envoyer la moitié d'un couple au travail puis de doubler son salaire parce que tout à coup, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis là aussi, on parle de la façon dont la cellule familiale s'est changée. Donc, avant, on était 10 dans une maison. Maintenant, on était 5. Là, on est rendu souvent 1, 2, les gens ont plus d'enfants. Mais nos dépenses, elles, ont continué. Et là, c'est l'analyse vraiment du ratio d'endettement. Puis on se rend compte que plus ça change, plus c'est pareil. Et aussi, plus on est riche et plus on est pauvre, ça aussi, ça change pas. C'est des analyses vraiment et c'est là qu'on étudie un peu le marketing, la façon dont on consomme. Même si on a moins d'argent ou si on en a plus, on consomme à peu près de la même façon. Donc, le même pourcentage va aller pour nos loisirs, le même pourcentage à peu près va aller pour le transport. Il y a le logement maintenant qui est vraiment en augmentation. Ouais, donc là, les plus pauvres, ça va être un plus grand pourcentage, mais si on est pauvre, on va s'acheter une moins bonne voiture, puis on va acheter usagé, mais on va mettre le même pourcentage que la personne riche qui, elle, se sent obligée maintenant d'avoir la Tesla de l'année neuve avec toutes les options. Ça va être le même pourcentage. Donc, cette façon qu'on a de vouloir ne pas être laissé de côté dans cette société de consommation-là, de dépenser de la même façon que les autres, d'accéder aux mêmes rêves que les autres, c'est de voir à quel point, justement, on est un peu victime de tout un système et que tout le monde dépense de la même façon, tout le monde est ciblé de la même façon. Puis il y a toujours moi, il y a eu des moments dans les... Bon, j'ai pas de voiture. Fait que c'est sûr que là, je me dis, quand t'as pas de voiture, mais quand même... T'es riche. C'est-à-dire qu'il y a là un point budgétaire majeur. Oui, puis on le rappelle dans le livre qu'une voiture, c'est quand même... on estime à 1300 $ par mois. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais c'est ça, quand je dis qu'on a le goût de tirer le livre et de se rendre compte qu'à un moment donné, mon Dieu, on s'en sortira pas. On parle de la crise du logement, entre autres, à quel point de voir que les logements sont rendus excessivement chers. Et là, Isabelle Thibault de parler de ses rencontres à la CEF en disant, mais j'en ai des gens qui ont quand même des salaires tout à fait décents quand même, mais quand 75% de ton salaire part sur ton logement, c'est énormément d'argent et il y a plus moyen d'arriver là. Et là, c'est de comprendre aussi la mécanique générale de tout ça. Je vous parlais entre autres du congé de TPS que le gouvernement qui commençait donne hier jusqu'à la mi-février. C'est que l'endettement personnel, c'est épouvantable, mais au niveau personnel seulement. Une fois tout ça mis ensemble, c'est merveilleux parce que plus on consomme, plus on dépense, plus le PIB de votre pays augmente. Donc, l'important, c'est simplement c'est toujours de stimuler cette consommation-là et c'est de se rendre compte, justement, que le gouvernement n'a aucun intérêt à ce que l'on mette de l'argent de côté, à ce qu'on économise, à ce qu'on fasse des réserves. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on dépense. Ouais. Parce que si on fait baisser le PIB du pays, à ce moment-là, c'est inquiétant pour l'économie. On rentre en récession, on a des problèmes. Donc, c'est de voir que le système au complet souhaite que l'on dépense. Donc, c'est un peu difficile de briser parce qu'il n'y a pas d'aide. L'aide n'arrivera pas du gouvernement pour vous dire mettez de l'argent de côté, s'il vous plaît, parce que c'est absolument pas dans leur avantage. Non, le 250 pièces de chèque, si on l'a, parce que c'est pas réglé, qui est prévu au printemps là, par le gouvernement Trudeau, il sera pas là pour... Et c'est ça. Et une autre spirale aussi dont on parle, c'est l'importance de toujours arriver à offrir à meilleur prix des produits de consommation pour tout le monde. Donc là, on parle de la mondialisation qu'il y a eu, de la délocalisation, entre autres, de l'industrie du vêtement vers l'Asie pour que ça coûte moins cher, parce que l'objectif étant toujours d'offrir le plus de produits aux gens au moindre coût possible. Mais là, c'est vêtements produits à moindre coût. Puis ça aussi, ça a rattrapé l'actualité cette semaine parce qu'il y avait une grande campagne contre Shein et Temu et toutes ces autres choses qui vous offrent des vêtements déchirables à rabais qui arrivent ici en container et qu'on met 3 fois. Mais c'est ça, c'est que ces vêtements-là sont aussi peu chers parce qu'il y a pas de... Il faut considérer un prix global à tout ce qu'on achète. Donc, les coûts environnementaux ne sont pas payés sur ces vêtements-là. Pourquoi des vêtements produits ici sont payés plus cher? Parce qu'on fait attention à certaines règles, on ne pollue pas, alors que les produits qui nous arrivent de Chine faits avec énormément de produits chimiques, que l'environnement n'est pas respecté du tout là-bas. Les droits humains non plus. C'est ça, les droits humains
l'humain, on pollue l'air, on pollue l'eau, on exploite des ressources là-bas. Mais, mon Dieu, on est content parce que ça coûte moins cher. Puis là, on va revenir aussi sur... Mais là, c'est le petit bout que les gens pourraient faire. On nous donne, entre autres, l'exemple d'un frigidaire dans ce livre-là, où on dit, on pourrait offrir des frigidaires, mettons, un que tu peux acheter à 800 $ mais qui te coûte 2 ans, ou un qui coûte 3000 $ qui va durer 30 ans. Puis là, tu sais, là, tu te rends compte, lui qui est le plus rentable, au final, c'est lui à 3000 $ parce que c'est 100 $ par année. Lui à 800, c'est 400 $ par année parce qu'il dure juste 2 ans. Mais il dit, il y a beaucoup de gens qui vont dire, j'ai pas le choix de prendre lui à 800 parce que je n'ai pas les moyens d'acheter lui à 3000. Mais aussi, puis là, c'est toute la chaîne aussi que si on ne consomme pas assez, ben la compagnie n'arrivera pas parce que eux, il faut qu'ils produisent. Mais aussi, de côté, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais j'en veux pas un frigidaire, moi, qui va durer 30 ans. Je refais faire ma cuisine à tous les 5 ans parce qu'il faut absolument que je refasse ma femme. Elle sera plus à la mode. Fait que là, mon frigidaire, il sera plus bon dans 30 ans. Là, il fitera plus avec ma nouvelle cuisine que j'ai changée 6 fois depuis ce temps-là. » Donc, il y a un petit peu de personnel, mais c'est tout plein de sujets comme ça, de réflexion tout le long qui viennent nous déranger. On dit, mon Dieu, c'est vrai qu'on est de même. C'est vrai que je connais des gens comme ça. Voilà. Est-ce qu'il parle de... Parce que moi, ce qui me préoccupe beaucoup, on le voit dans la consommation, c'est... Puis effectivement, il y a tout ce volet là, psychosocial de vouloir consommer, mais c'est notamment l'accès au crédit, la multiplication des banques sans frais de service, des institutions de magasiner une institution en ligne où tu as très peu d'humains là, qui peuvent te conseiller et un autre phénomène, j'en parlais avec mon conseiller financier, moi, c'est à quel point les gens sont valorisés dans l'exemple des jeunes hommes, là, particulièrement là, sur le boursicotage, c'est-à-dire gérer un petit peu sa propre bourse, les bitcoins qui séduisent, cette idée d'une espèce de coup d'argent rapide, alors qu'au total, c'est un peu comme souhaiter de gagner à 6,49 pour avoir ses vieux jours. Là, il y a quelque chose de très hasardeux. Est-ce qu'il parle de ça? Parce que c'est fascinant quand même, cette pression sur le crédit, sur le rêve d'être riche par soi-même. Là. Ben c'est ça, on parle moins des bitcoins, mais on parle beaucoup évidemment de l'accès au crédit qui est excessivement facile. Puis là, c'est ça, lui, Jacques Nantel explique, oui, mais tu sais, les gens maintenant, leur propriété prend tellement de valeur que c'est sûr qu'il n'y a aucun risque pour ces compagnies-là à nous offrir des marges de crédit, puis finir, parce que la valeur de ta maison, elle prend tellement de valeur que même si tu deviens insolvable à un moment donné, on saisit ton maison à l'avant, il n'y a aucun danger. L'autre tes cartes, on s'en reparlera. T'sais. Mais elle de dire, oui, mais c'est pas tant de monde que ça qui sont propriétaires d'une maison aujourd'hui, maintenant. Et pourtant, ce crédit-là est accessible à tout le monde. Puis là, mais c'est ça, c'est l'accès au crédit et notre système de consommation est tel qu'aujourd'hui, si on n'avait pas accès au crédit, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, tout le monde veut avoir accès à ce crédit-là, puis on encourage l'accès au crédit parce que plus on dépense, mieux c'est. Donc, il y a toute ces ramifications-là. On se rend compte qu'on connaît beaucoup de choses, mais qu'on ne connaît pas tout. Et que c'est ça, c'est dur de boucler un budget quand on est pauvre. Ça semble aussi dur de boucler un budget quand on est riche, quand même. Tu fais juste consommer plus, comme tu dis, en ratio et en proportion. C'est ça. Et on parle du marketing, et on parle des pressions qu'on reçoit. Puis, à un moment donné, c'est ça. Mettons, quand t'as pas de voiture, tu dis, je suis au-dessus de tout ça. Tu sais, finalement, je comprends bien. Mais là, on nous parle du marketing. En fait, c'est comme, non, chaque profil de consommateur est connu. Puis, il y a toujours une façon dont on connaît comment vous fonctionnez. Puis là, il parle de la publicité, entre autres. Il dit, la publicité, tout le monde voit la publicité, puis c'est ça qui nous incite à consommer. Non, la publicité, c'est 10% du marketing. Ah ouais. Toute la création du besoin par rapport à ton profil de consommateur qu'il y aura derrière. Une fois que la publicité sort, le marketing est déjà fait pour qu'on sache que tu en auras besoin. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on te cible comme ça, parce qu'on sait que tu vas flancher par rapport à ce produit-là. Donc, c'est de réfléchir à toute notre société de consommation. Mais c'est ça, le bout plat du livre, c'est de se rendre compte à quel point tout est immense, tout est plus grand que nous, à quel point on est des pions, autant pour parfois le gouvernement que ces compagnies-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment s'en sortir? On ne sait pas trop. Là. On attend, comme le dit tout le monde à toutes les 5 minutes quand il parle de théorie de conspiration, il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et moi, à ça, je répliquerai quand même la phrase d'un autre essai connu sur la consommation et les finances. En as-tu vraiment besoin? En as-tu vraiment besoin? La meilleure question à se poser, encore et toujours. Merci, Brian Saint-Louis. Mais si on n'en achète pas, on jette l'économie à terre. Voilà, donc, commençons par nos finances personnelles, puis on passera au PIB éventuellement. Alors, merci, Brian Saint-Louis. Donc, voilà, c'en est. Avez-vous vraiment besoin de
toutes ces choses ou à Noël n'avez-vous besoin que d'amour? Et d'amitié. Voilà. Dont on parle tout de suite. Après. Non, non. c'est vrai. On va en passe parler avec tout Marc à l'heure. Séguin. Là, tout de suite, on va aller avec On des revient. besoins d'amour.